Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du Tour de France. Présentation de la première étape du Tour de France. On va regarder le parcours autour de l'île, même si, contrairement aux années précédentes et contrairement au Giro, eh bien, je ne pourrai pas vous donner l'état des routes ni les temps de montée, car le partenariat, il semblerait, entre ASO et Strava se soit terminé, arrêté. C'est dommage, parce que quand on a une cartographie faite par Strava, ça marche quand même mieux que leur cartographie qu'ils ont fait réaliser, où on a l'impression qu'en gros, il aurait mieux fallu utiliser Google Maps. Mais on va revenir un petit peu donc sur cette première étape. Bien entendu, rubrique histoire, la rubrique tourisme, avec beaucoup de gastronomie. On va augmenter un peu la densité de la rubrique gastronomie. Le cycliste du jour, et puis on parlera également stratégie, programme télé avec les lieux importants de la course, enfin quelques lieux importants de la course si vous voulez suivre cette épreuve, et puis bien entendu les favoris du jour. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir et commenter, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, votre grosse côte également du côté de cette journée, ce coureur qu'on attend peut-être pas forcément, mais qui peut-être faire une bonne étape aujourd'hui. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Ça permet de mettre en avant un peu plus les vidéos. Et puis pour cela, le mieux c'est de rajouter la petite cloche. Vérifiez bien que vous êtes abonné également avant ce Tour de France et que vous avez la petite cloche qui est encore activée, parce que parfois YouTube fait des petites feintes. On commence tout de suite avec cette première étape. Eh bien enfin, un grand départ depuis la France. On savait même plus que c'était possible ces dernières années. C'est vrai qu'on est parti plusieurs fois de l'étranger, Danemark, Pays Basque, Italie. Enfin, un grand départ depuis la France. Ça fait plaisir parce que ça permet également de démontrer à ASO et notamment à Christian Prudhomme, qui se vante à chaque fois les départs à l'étranger, une ferveur incroyable comme on ne l'a jamais vu en France. Je sais pas moi, mais quand j'ai vu les images ce matin de la présentation des coureurs, la grande place de Lille était complètement pleine. Et je pense que sur cette première étape, on aura également une énorme ferveur de la part des spectateurs. Donc non, c'est un grand départ de Tour de France, c'est un événement international. Forcément, il y a du monde qui va regarder. On ne parle pas de la petite kermesse du village, on parle du Tour de France. Donc ça serait bien d'éviter de raconter parfois des grosses bêtises du côté de Christian Prudhomme. Parlant de Christian Prudhomme, vous savez que je l'ai un petit peu dans le pif. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait quelques interviews, c'est un peu comme Bernard Hinault avant le départ du Tour de France, il fait toujours des interviews où il dit « on a essayé de casser les codes ». Je sais pas, même quand je vois les 3 semaines de course, en quoi on a cassé les codes. On repasse à Mur de Bretagne comme très régulièrement. On a une étape qui arrive à Châteauroux comme très régulièrement depuis qu'il y a Christian Prudhomme. Je sais pas, il a une petite amie à Châteauroux, c'est des questions qu'on peut se poser. On va avoir une étape qui part de Pau. Oh, quelle surprise! Du côté des Pyrénées, oh là là, c'est vraiment extraordinaire. Un contre-la-montre en bosse, mais on en a déjà eu. Une étape dans la Franche-Comté, comme très régulièrement aussi. Ça casse pas les codes. Et encore une fois, pas de carotte pour les échapper. En quoi c'est extraordinaire? On a aussi une étape qui arrive à Laval, pardon, on est déjà passé à Laval il y a quelques temps. Il casse absolument pas les codes. Enfin, faut arrêter de déconner, il y a une étape dans le Massif Central, il en fait plusieurs depuis 10 ans, on a toujours une grosse étape dans le Massif Central. Donc non, il casse pas les codes, on est sur un grand classique de Christian Prudhomme, avec cette idée quand même qu'on a l'impression d'avoir un directeur de course et la personne qui fait les parcours, qui est un petit peu en fin d'idées neuves là, parce que je trouve que ça manque cruellement d'idées neuves sur ce départ du Tour de France, et les idées neuves sont très mauvaises, notamment sur la disposition des villes-étapes sur ce début de course. Grand départ depuis le nord. Le nord qui est une terre de cyclisme en France. On a la Bretagne, on a le nord, on a la Vendée qui sont des terres de cyclisme. Voilà, c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est une terre de cyclisme. Si je prends
l'ancienne dénomination de la région, avec aussi un petit peu la Picardie, mais plutôt même le nord de la Picardie, mais on sait très bien que le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, ce sont deux grandes terres de cyclisme, aussi avec cette frontière avec la Belgique qui permet à beaucoup de Belges de venir au départ de ce Tour de France. Ça fait du bien d'avoir un grand départ dans la région. Et puis on sait qu'il y a un terrain qui est intéressant, même s'il sera sous-utilisé par ASO. Une première étape pour se mettre dans le rythme, c'est jamais simple, une première étape de Tour de France. Pourquoi? Une première étape de Tour de France, vous avez déjà pas pu rouler depuis peut-être 2-3 jours, où c'est très compliqué de rouler, parce qu'on est quand même dans une grande métropole autour de Lille, donc l'hôtel est forcément dans une zone très urbaine, donc c'est pas toujours facile de faire 1h30 de vélo, parce qu'on passe dans pas mal de coins avec beaucoup de voitures, et on veut pas vraiment prendre le risque d'une chute et d'être renversé par une voiture à 24 heures du départ. Donc ça, c'est jamais évident. Alors on a peut-être fait un peu de home trainer, mais ça remplace pas vraiment une sortie vélo, parce que forcément il y a aussi tout un contexte autour du Tour de France, notamment cette présentation des coureurs, les photos également, tout ce qui est fait par ASO pour mettre en avant les coureurs, les interviews pour les leaders. Ça veut dire que, bon, depuis mercredi, depuis mardi en gros, parce qu'il a fallu se rendre sur place également du côté de Lille, même si pour les coureurs français c'était un peu plus facile que quand c'est un départ à l'étranger. Mais j'ai envie de dire que voilà, depuis mardi, on attend ce grand départ du Tour de France. On attend de rouler, voilà, tout simplement. Donc il faut se remettre la machine en route. On a aussi du nouveau matériel dans beaucoup d'équipes. Alors soit on a des nouveaux vélos, des nouvelles peintures. Tout n'est pas toujours réglé au cordeau. C'est-à-dire que dans la première heure de course, on va avoir pas mal de coureurs qui vont aller à la voiture de leur directeur sportif, refaire régler des choses, peut-être régler des chaussures, ce genre de paramètres, parce que ça peut arriver sur une première étape de Tour de France que le matériel soit pas encore parfaitement réglé, parce qu'on a souvent du nouveau matériel, soit du nouveau matériel innovant, voilà, avec des nouvelles technologies, soit des nouvelles peintures, des nouvelles décorations. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. En fait, on a des fois l'impression que c'est un peu comme une rentrée des classes, la première étape du Tour de France. Et puis, il faut toujours faire attention, parce qu'il y a de la tension sur une première étape du Tour de France. Tout le monde est frais, ça roule vite, ça roule fort, et ça serait con de tomber et de devoir abandonner au bout de 100 km de course, voire même moins. C'est toujours terrible le premier abandon sur le Tour de France, et c'est vrai qu'on aimerait l'éviter sur cette première étape. Or, il y aura des raisons pour avoir de la tension. On regardera la météo, on en parlera, mais même en dehors de la météo, on va traverser pas mal de grosses villes. On a Lille, Lens, Béthune, Armentières, Hazebrouck également. Qui dit traversée de ville dit aménagement urbain, ralentisseur, terre-plein central, pas mal de petits ronds-points également à droite à gauche, donc il faudra faire extrêmement attention dans ce genre de zone. On risque aussi d'avoir pas mal de public, donc faire attention quand il y a énormément de public, on n'entend plus les informations dans les oreillettes. Alors sur le Tour de France, c'est toujours compliqué d'entendre les informations sur les oreillettes, mais encore plus, je pense, parce qu'il y aura pas mal de ferveur du côté du public de ce côté-là. Normalement, du côté de cette étape, pas de surprise, on devrait avoir un sprint à l'arrivée, mais encore une fois, ne pas, du côté des leaders, ne pas se désintéresser complètement de la course, rester concentré pour ne pas avoir de problèmes et de chutes qui pourra avoir de graves conséquences pour la suite de ces 3 semaines de course. On regarde le dénivelé positif de cette étape selon Pro Cycling Stats. 1035 mètres, ce qui en fait la 17e étape dans ce classement, donc on est loin d'être sur l'étape la plus compliquée. Je précise, le dénivelé positif c'est de Pro Cycling Stats et pas d'ASO, donc vous pouvez avoir des différences. Moi j'ai 1035, ASO a peut-être 1002 ou un truc comme ça. Il peut y avoir des différences sur la manière de calculer le dénivelé positif. Du côté du classement de la montagne, il y aura 3 points à prendre avec tout simplement 3 côtes de 4e catégorie. Et au niveau du classement par points, le classement des meilleurs sprinteurs, 70 points à prendre.
20 points en sprint intermédiaire, 50 points à l'arrivée, ça fait 70 points en tout au maximum. Eh bien, on va regarder tout de suite le parcours de cette première étape. On part de Lille pour retourner à Lille. 185 km autour de, enfin voilà, du Pas-de-Calais et surtout du nord du côté de cette étape. Pas mal de traversées de villes, hein. Donc on en parlait, Béthune, les Mines, par exemple, Lens, Liévin, tout ça se touche. Vous avez également Hasbrook, vous avez Armentières, enfin voilà, il y a pas mal de villes autour de Lille sur ces 185 km. Vous voyez, c'est assez plat. On aura quelques difficultés. Après la ville de Liévin, on aura la côte de Notre-Dame de Lorette. Ça sera au kilomètre 41. Donc on sera à 144 km de l'arrivée à ce moment-là. La côte de Notre-Dame de Lorette, qui est la côte la plus dure de la journée, hein. On la regarde tout de suite. C'est un petit mur très court, hein. On est aux alentours de 800 mètres, hein, en réalité. Sur les passages les plus compliqués. Voilà, c'est la côte la plus dure de la journée, donc vous voyez, ça va être quand même très compliqué d'éviter un sprint à l'arrivée du côté de Lens, du côté de Lille, pardon. On passera par Béthune. Béthune, on y repassera lors de l'étape 3. Cassel, on y retournera également lors de l'étape numéro 3. C'est un petit peu dommageable de passer plusieurs fois par les mêmes villes. La montée de Cassel, alors là, c'est pas le bon chiffre, hein, au niveau du pourcentage maximum. Cette montée de Cassel qui est pavée, 1,8 km et 3,8%. La difficulté, c'est les pavés. Ça reste des pavés qui sont quand même plutôt propres, hein. Pour ceux qui se souviennent des championnats de France, on n'est pas sur les pavés de Paris-Roubaix, mais il faut quand même passer cette montée. C'est toujours un petit peu particulier. L'avantage, c'est qu'on sera encore à 80 km de l'arrivée. On aura encore quelques petites bosses, notamment le Mont des Cats, ici 2 km 1 à 3% de moyenne, et le Mont Noir, qui est un petit peu plus proche de l'arrivée. On est à environ 45 km de l'arrivée pour le Mont Noir, 1 km 3 à 6,1% de moyenne. Vous voyez, les 600 premiers mètres sont compliqués à 8%, un peu plus de 8% de moyenne, puis ensuite ça devient un petit peu plus simple sur la suite, et puis ensuite on passe le Mont Noir, on passe à Bailleul, à Armentières, et ensuite on arrive par Lille. La règle des 5 km s'applique. On ne retient pas seulement les 3 km, on prend en compte les 5 derniers kilomètres. Voilà, la règle des chutes sera dans les 5 derniers kilomètres, donc en cas de chute, de crevaison, de problème technique, on le prendra en compte dans les 5 derniers kilomètres. Pour cette étape du côté de Lille. On regarde un petit peu la carte rapidement, hein, pour voir. Voilà, on passe quand même dans des zones. On part de Lille, donc il y a déjà une très très grosse métropole. Vous voyez l'enchaînement Lens avec Liévin. Là où également il y a pas mal d'habitations. Béthune qui n'est pas très loin aussi. Donc vous voyez, tout ça se colle. Puis ensuite on aura des portions un petit peu plus calmes, sauf Hasbrook, Armentières ici, où on voit qu'il y a un petit peu plus de population dans ces zones-là. Donc toujours faire un petit peu attention de ce côté-là, du côté de cette étape. Le final, technique, ce final, un petit peu quand même. Alors certes, on a une ligne droite d'1,5 km pour finir du côté du boulevard Vauban. Ça va nous rappeler un petit peu ce qu'on avait à une époque du côté de Tours, lors de Paris-Tours, mais c'était encore un petit peu plus long. Mais à partir de 4 km de l'arrivée, eh bien, on aura 2 ralentisseurs, plus un virage. Alors, interplein central, où il ne faudra passer que sur la gauche, ici, comme vous pouvez le voir sur le roadbook. Il y aura un virage sur la droite, à 90 degrés, on sera à 3 km 400 de l'arrivée, avec une zone où on arrive sur une grosse route, hein, vous voyez, une métropole 751. Et là, on aura une route avec une possibilité de passer d'un côté ou l'autre du terre-plein central, mais ensuite ça va quand même se resserrer aux alentours de 2 km 300 de l'arrivée. Vous voyez qu'on passera de 2 voies à seulement une voie, donc là il faut bien choisir son côté et faire attention, parce que qui dit terre-plein central dit qu'on peut ne pas toujours bien le voir au départ et pouvoir avoir des grosses chutes. On aura
De nouveau un virage à 90 degrés sur la gauche, on sera aux alentours des 2 km et donc le dernier virage qui sera à 1 km 500 avec cette dernière ligne droite du côté du boulevard Vauban. Ça c'est important de le signaler du côté de Lille. Et on ne sera pas très loin de la citadelle de Lille, hein, comme vous pouvez le voir sur cette petite carte. On passe désormais à la rubrique tourisme du côté de cette vidéo. On va commencer par Lille, la ville qui accueille ce grand départ. Eh bien, on commence par la Grand Place du côté de Lille. Ça, c'est typique, c'est habituel hein, des villes du Nord, dans la région du Nord, du Nord-Pas-de-Calais aussi un petit peu. Ces Grand Places, ces beffrois également que vous pouvez voir ici. Hop là, le beffroi et l'hôtel de ville. On y reviendra un petit peu plus tard avec une autre vue. Et donc cette grande place, là où on a accueilli les coureurs de ce départ du Tour de France. On peut aller voir également la maison Charles de Gaulle. Et oui, Charles de Gaulle, c'est un des personnages emblématiques hein, du nord de la France, du côté de Charles de Gaulle, bien entendu, hein, la Seconde Guerre mondiale, président de la France également, pendant de nombreuses années, il a fait plusieurs mandats, le général de Gaulle, et donc qui était de la région. Le général de Gaulle, il est né à Lille, même si on connaît Colombe et les deux églises, on était allé l'an dernier sur le Tour de France, et bien c'est un homme du Nord, le général de Gaulle, bien entendu, qui a participé à la libération de la France en 1944. Et en 45, voilà, et il a été président voilà, à partir de 44 et ensuite de 59 à 69, marqué pendant cette période-là par la guerre d'Algérie notamment et la fin de la guerre d'Algérie. Donc voilà, vous pouvez voir cette maison Charles de Gaulle qui permet de voir également un petit peu les bâtisses de l'époque du côté de la maison du général de Gaulle. Donc là où il est né, hein, pas là où il est mort. Vous avez le palais des Beaux-Arts également du côté de Lille, le palais des Beaux-Arts inauguré en 1792, rouvert en 1892 avec des influences de Renaissance italienne. 12 000 mètres carrés d'exposition, environ 2000 œuvres exposées sur 70 000. Il a été rénové entre 91 et 97. C'est un bâtiment qui est maintenant inscrit au monument historique en 1975. Encore une fois, il y a une grande partie des informations que vous pouvez retrouver sur le site du Tour de France, hein, qui me permet de me baser sur toutes ces informations. Et sur le site du Tour de France, vous pouvez retrouver également d'autres lieux touristiques bien plus important. Voilà, j'ai fait des choix, mais parfois les choix, vous pouvez en faire d'autres. On regarde voilà l'hôtel de ville voilà, de Lille et le beffroi. Par un autre bord, voilà, on peut voir cet hôtel de ville, là où est encore Martine Aubry, pour plus très longtemps, parce qu'elle a fait sa démission. Du côté de l'hôtel de ville, construit entre 1924 et 1932, c'est un style néo-renaissance flamande. Un beffroi de 104 mètres, alors c'est pas le plus haut, hein, je crois, des beffrois du Nord, est classé monument historique en 2002 du côté de cet hôtel de ville et ce beffroi. On continue un petit peu notre visite du Nord et de cette étape avec la ville de Seclin. Du côté de la ville de Seclin, on peut retrouver cette église du côté de Seclin. Hop là, je reviens sur le site du Tour de France. Église qui est d'un style gothique. On avait une ancienne collégiale qui était là au 8e siècle et on a refait une église en 1531 qui est une reconstruction, enfin elle a été renouvelée, elle a été rénovée au 15e siècle cette église. Et l'église actuelle en fait c'est une reconstruction du 13e siècle. Voilà, et ça va être aménagé également au XVIIIe siècle à l'intérieur. Donc voilà, un style gothique du côté de cette commune de Seclin. Et puis à Seclin, on retrouve également dans un fort,
Donc voilà, dans ce fort-là, comme vous pouvez le voir avec cette entrée, eh bien, on retrouve un centre historique consacré à la cavalerie et à l'artillerie, notamment lors de la Première Guerre mondiale, parce qu'on est aussi dans une région qui a été touchée à la fois par la Première Guerre mondiale et par la Seconde Guerre mondiale, hein, le Nord Pas-de-Calais et le Pas-de-Calais en particulier, enfin le Nord et le Pas-de-Calais, toute la région a été touchée par les deux guerres. Voilà, et vous pouvez retrouver notamment ce char par exemple du côté de Seclin. Voilà, ce char. Et ce genre de choses, ça peut être une visite intéressante. On poursuit du côté de la région avec la ville de Carvin et son hôtel de ville à Carvin qui date de 1930. Et en fait, c'est un ça appartenait à un ancien brasseur. Et le château qui sert d'hôtel de ville, il va être acheté en 1930 par la ville de Carvin afin d'en faire sa mairie et son hôtel de ville. On va réaménager tout ça, faire un parc également du côté de ce bâtiment qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, du côté de ce bâtiment à Carvin. On va poursuivre un peu et on arrive du côté de Lens. Alors bien entendu à Lens, on retrouve le Louvre-Lens. Hein. Ça fait partie des lieux emblématiques fondés en 2012 pour faire en fait une annexe du Louvre du côté de Paris, avec énormément d'œuvres à l'intérieur. On a 3 zones, la grande galerie, le pavillon de verre et la galerie des expositions temporaires. 500 000 visiteurs par an du côté de ce Louvre-Lens. Qui ne possède pas de collection, mais qui se sert notamment des collections du Louvre du côté de Paris. Donc voilà, c'est la particularité de cette annexe du Louvre qui a été... ça a mis du temps à se construire, hein, le Louvre-Lens. Et puis bien entendu, on est du côté de Lens, alors il faut parler du Racing Club de Lens et de son stade, le stade Félix Bollaert, du côté de Lens, un stade mythique qui a accueilli notamment la Coupe du Monde 98 et puis également les Coupes du Monde de rugby. Maintenant 42 000 places à l'intérieur de ce stade et bien entendu hein, la passion de Lens pour le Racing Club avec notamment les corons voilà, de Pierre Bachelet, hein, l'hymne officiel du côté du Racing Club de Lens. Et puis on a eu pas mal de bons joueurs hein, qui sont passés dans cette équipe qui a retrouvé un petit peu d'allant ces dernières années. C'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu morose, notamment avec un passage en Ligue 2. C'est vrai que l'équipe a retrouvé un peu de dynamique ces derniers temps. On poursuit après Lens avec la commune de Notre-Dame, alors c'est pas Notre-Dame de Lorette, pardon, la commune, c'est Ablain-Saint-Nazaire et à l'intérieur vous avez la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette qui a été fondée en 1925. On y retrouve 43 000 combattants dont la moitié sont des tombes individuelles. Le site donc comprend un cimetière, une basilique et la tour lanterne, un musée également à l'intérieur. C'est la plus grande nécropole militaire française. Voilà. Et à l'intérieur, vous pouvez retrouver également une plaque au nom de François Faber. François Faber qui fait partie de ces vainqueurs du Tour de France qui sont morts pendant la guerre. Il est mort au Mont-Saint-Éloi, vainqueur du Tour de France 1909. Voilà. Et donc c'est un mémorial de la Première Guerre mondiale. Voilà cette nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. On poursuit notre visite avec Béthune. Béthune qui est connue à la fois pour son beffroi et pour sa tour.
Là, on est sur la grande place de Béthune, ici, avec notamment, bon, vous avez des boutiques, hein, comme souvent sur les grandes places. Et puis, vous avez ce beffroi qui est présent ici, assez important. Et puis, du côté de Béthune, on a également une tour. Alors, le beffroi, on peut en parler un petit peu, parce que je suis passé un petit peu rapidement là sur le beffroi de Béthune, construit en 1388, au départ construit en bois. Il va être détruit dans un incendie, hein, le premier beffroi, reconstruit en 1388 pendant la guerre de 100 ans. Voilà, c'est le marquis Guillaume Ier de Namur qui a autorisé la reconstruction de cet édifice. Et à l'intérieur, vous avez des carillons. On va avoir des bombardements en 1918 qui va détruire une partie du bâtiment, et on va décider de garder seulement le beffroi. Il n'y aura pas le campanile et le carillon qui ne seront pas reconstruits. Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, et la tour Saint-Ignace, hein, donc on voit là ici à l'écran, qui date de 1416. Et on trouve une salle de garde, voilà, qui date du XVIe siècle à l'intérieur donc de cette tour typique, hein, de la région. On poursuit avec notre visite et on va reprendre, avant d'aller vers le fromage, on va regarder avant tout la suite de notre visite. Là, on est au Mont des Cats. On a notamment un fromage qui est produit du côté du Mont des Cats, on y reviendra. On retrouve cette abbaye, et puis à Bailleul, on retrouve là encore, hein, du côté de Bailleul, un beffroi très imposant, hein, là encore ce beffroi du côté de Bailleul. Voilà, je crois qu'on prononce Bailleul, je crois qu'on prononce le L à la fin. Donc avec le beffroi et l'hôtel de ville. Qui ont été reconstruits en 1932 et en 1924, après la Première Guerre mondiale, où on avait eu pas mal de destruction et d'incendies également du côté de cette ville. Et puis on va passer à Armentières connue. Alors certes, vous avez un beau beffroi à Armentières, on y revient ici, magnifique beffroi. Mais c'est surtout la ville de... Et il y a également une brasserie. La brasserie, même très important, une petite anecdote du côté de la brasserie. Cette brasserie, elle refait de la bière depuis quelques années. Une petite production de bière. On est dans le territoire de la bière. En France, il y a beaucoup d'endroits où on fait de la bière. Mais c'est vrai que dans le Nord, on fabrique voilà, de la bière avec la brasserie Motte Cordonnier. Et depuis 2018, on refait de la bière. On a relancé la marque qui avait été rachetée par la brasserie Artois. La bière, bien entendu, à consommer avec modération, et surtout, on ne prend pas le volant après. Et puis, donc, Armentières, comme je disais, c'est la ville d'un acteur assez connu, connu pour Bienvenue chez les Ch'tis, bien entendu, Danny Boone, qui est d'Armentières. Et juste à côté d'Armentières, du côté de Nieppe, c'est pour ça que j'ai pris une photo avec les deux, on retrouve Lynn Renault qui est également de la région. Et on passera par Nieppe, la ville de Lynn Renault, et on passera par Armentières du côté de Danny Boone. On en reparlera encore de Danny Boone lors notamment de l'étape numéro 3. On va passer maintenant aux spécialités, à la gastronomie locale. Après le tourisme, maintenant il faut manger. Voilà, tout simplement, il faut récupérer de cette longue balade dans le Nord. Et pour ça, on a du fromage. Et ça s'appelle un vieux-Lille. C'est vraiment un fromage typique du Nord. C'est vrai qu'on connaît du côté du Nord de la France au niveau du fromage. On connaît le maroilles, voilà, j'avais oublié le nom, qui est un fromage qui est assez costaud en termes de goût. Et imaginez-vous qu'on a fait plus costaud encore avec le Vieux-Lille. Parce que le Vieux-Lille, en fait, c'est une base de maroilles, d'où la forme carrée, hein, qu'on retrouve bien du côté du maroilles. Mais on va prolonger l'affinage. On va prolonger l'affinage pendant plusieurs mois et on va laver la croûte à l'eau salée, ce qui lui donne un goût particulier. Et en fait, c'est un maroilles qui a 5-6 mois de plus, ce qui fait que ça en fait un fromage très costaud, hein, en termes de goût.
C'est d'ailleurs que le maroilles, c'est déjà violent. Parce que pour en avoir mangé quelques fois, alors moi déjà je suis pas fromage, mais pour en avoir mangé quelques fois, c'est violent le maroilles. Mais alors le vieux Lille, hop là, on passe un step supplémentaire. Il y a également le Mont des Cats. Je vais vous le montrer tout de suite. Le Mont des Cats, là aussi un fromage intéressant. On passera par la commune, un fromage qui est fait dans l'abbaye du Mont des Cats par les moines de cette abbaye. C'est un fromage à pâte pressée non cuite. L'affinage va durer un petit peu, environ un mois, donc c'est un fromage qui est plus léger par rapport aux autres. Et ce sont des meules de 2 kg ou des types tonnes d'environ 500 grammes. Là, on est sur la meule de 2 kg, sur l'image que je vous ai montrée. Donc voilà, un fromage typique de la région. Et puis d'autres spécialités, un petit peu de spécialité salée déjà dans un premier temps avec le potlevetch. Là, c'est un truc spécial de la région. C'est une terrine avec plusieurs viandes. Normalement, c'est 3 ou 4 viandes du côté de cette terrine froide qu'on va accompagner souvent de frites chaudes, ce qui va faire un contraste chaud-froid assez intéressant. Si vous aimez les terrines, il faut quand même aimer ce genre de terrine-là, avec un petit peu de gelée sur le dessus. Et puis, là, pour les bouches sucrées, si vous êtes comme moi, un petit peu plus sucré que salé, ça, c'est un truc qu'il faut manger, c'est la tarte au sucre. Je vous le conseille vivement. C'est une pâte à pain, tout simplement, auquel on a rajouté du sucre. Des fois, les choses simples sont les meilleures. Donc, la tarte au sucre, ça, c'est vraiment formidable pour un 4 heures, voilà, pour un goûter. Et puis, alors ça, c'est la tarte au sucre du nord de la France. Il faut savoir qu'il y a d'autres tartes au sucre en France. C'est la tarte au sucre typique du nord de la France, c'est-à-dire une pâte à pain étalée. Et puis, on rajoute du sucre, beaucoup de sucre, du beurre au-dessus. Voilà, comme ça fait quelque chose de bon. Et puis on termine avec les gaufres du Nord. Les gaufrettes du Nord qui sont, comment dire, différentes de moi, les gaufrettes que je connais, les gaufres que je connais. Vous savez, les gaufres avec les trous un peu rectangulaires. Là, on est sur des gaufres qui sont beaucoup plus fines. Parfois fourrées également à l'intérieur. On peut la fourrer avec de la vergeoise, par exemple, qui est le sucre typique de la région également. Ou les fourrés avec d'autres spécialités, on en trouve pas mal. Quand vous allez dans le nord de la France, dans les supermarchés, c'est quelque chose que vous trouvez très régulièrement. Après cette longue présentation touristique et gastronomique de la région, on va passer à l'histoire. Et à l'histoire du Tour de France, eh bien, c'est le dernier grand départ que nous avons eu du côté de Lille. Il faut remonter à 1994. Alors, je m'inspire. Et je le précise, d'un article, d'un papier, d'un site internet qui s'appelle La Grande Boucle et qui revient sur cette étape parce qu'il n'y a pas... Alors il y a une vidéo d'1 heure, vous pouvez retrouver quelques départs de ce prologue. Un prologue, quelque chose qui n'existe plus dans le cyclisme moderne. Une première étape, c'était ça un prologue, c'était une mise en bouche, souvent qui avait lieu la veille de la première étape. On faisait 20 étapes, plus un prologue sur les Tours de France pendant des années. Et ça permettait de présenter la plupart des coureurs sur un parcours extrêmement court. En 94, c'est l'un des prologues les plus courts. Je crois même que c'est le plus court de l'histoire du Tour de France avec seulement 4 km. Et la course démarrait déjà avec une mauvaise nouvelle, quelque chose que l'on n'a pas eu hier du côté du podium de présentation avec Frédéric Moncassin. Et oui, Frédéric Moncassin, il a eu une mauvaise journée lors de cette présentation parce que sa cale de chaussure va se bloquer dans une des marches pour descendre du podium. Et malheureusement, eh bien, il va se blesser. Un bilan assez lourd, même pour Frédéric Moncassin. Double fracture de la malléole, ce qui fait que la course est terminée alors qu'elle n'a même pas débuté pour le coureur qui avait une bonne pointe de vitesse, Frédéric Moncassin, français. Alors sur ce prologue, contrairement à aujourd'hui, les Français étaient bien placés avec encore Thierry Marix ou Armand de las Cuevas. Pas de souci également pour les leaders du classement général. Sur cette étape avec Tony Rominger et Indurain, 94, ça fait partie des années de duel entre Indurain et Rominger, même si Indurain était au-dessus du coureur suisse. L'Espagnol ne va pas s'imposer parce qu'il va être battu par le spécialiste des prologues. Or, ça sera le spécialiste surtout après. En 94, on est encore au tout début de la carrière de Chris Boorman,
qui va faire sa première démonstration sur un prologue sur la route. Alors ce jour-là, il s'impose avec quand même pas mal de marge sur ses adversaires pour un parcours qui était aussi court que ça. Et il va utiliser une machine de guerre comme vélo. En fait, son vélo, de manière très particulière, il s'est dit, il faut que j'ai une machine que pour le prologue. En gros, donc il a pris un vélo de contre-la-montre, mais en fait c'est un vélo de piste. Il a pris un cadre de vélo de piste, roue lenticulaire à l'arrière, et à l'avant, il a coupé le guidon, il a coupé le cintre un petit peu. Ce qui fait que, comme il a coupé le guidon, il a quasiment pas de frein. C'est vraiment le minimum au niveau de la manette de frein. Ce qui fait qu'il prend tous les risques. De toute manière, il dit en gros, soit je passe les virages à fond. Si je freine, ça voudrait dire que je gagne pas l'étape. Donc, comme moi, mon objectif, c'est de gagner l'étape. En gros, vu que j'ai pas de frein, je peux pas freiner. J'aurais pas la tentation de freiner. Alors là, ça passe cette année-là du côté de Chris Jordan. Il y a une autre année où ça va être un petit peu plus compliqué pour lui avec ce prologue du Tour de France. Alors, ce grand départ à Lille n'est pas forcément extrêmement connu. C'est pas la journée la plus connue. Par contre, l'étape du lendemain, elle est extrêmement connue. À l'époque, on arrivait du côté d'Armentières. Et du côté d'Armentières en 94, cette étape est célèbre pour ce qui s'est passé à l'arrivée du côté d'Armentières, avec un gendarme qui va prendre une photo pour un spectateur, sauf que les coureurs arrivent à pleine vitesse. Il va créer une chute massive qui va provoquer notamment l'abandon de Laurent Jalabert qui arrêtera de faire des sprints, Laurent Jalabert, à cause de cette chute. Je crois qu'il y a Abdou Japarov également qui tombera lors de cette étape et lors de cette action inconsciente de ce gendarme à une cinquantaine de mètres de l'arrivée. On passe aux cyclistes du jour. Aujourd'hui, petite exception, on va parler de 2 cyclistes. On passe par Hasbrook. Hasbrook, c'est la ville d'un manager d'équipe aujourd'hui, mais qui a été coureur cycliste. C'est Cédric Vasseur. Cédric Vasseur, alors qui est passé notamment par l'US Postal. Vous savez qu'on oublie que Cédric Vasseur a couru du côté de l'US Postal. Alors ça n'a pas duré très longtemps. Il est passé également par le Crédit Agricole. Il est passé également par la Cofidis et la Quick Step en fin de carrière. Il fait partie des coureurs qui a côtoyé Lance Armstrong, mais il a toujours dit que la relation avec Lance Armstrong a été très compliquée parce que en gros, il a été exclu de son équipe assez vite en 2001 et grosso modo, Armstrong voulait à chaque fois avoir des coureurs qui se dopaient. Il ne voulait pas avoir de coureurs propres autour de lui parce qu'il avait peur en gros que les coureurs propres le dénoncent. Cédric Vasseur déclarait qu'il ne se dopait pas, ne faisait pas du dopage massif. Donc Cédric Vasseur, il s'est retrouvé à être exclu de l'équipe, à ne pas participer au Tour de France, notamment 2001. Il va participer au Tour de France 2000 du côté de Cédric Vasseur, mais à l'époque, en 2000, l'équipe était encore un petit peu différente. Du côté de l'US Postal, il y avait un peu moins de leaders du côté de l'US Postal. Et puis Armstrong s'était dit, avoir un coureur français dans l'équipe, c'est intéressant. Il avait eu Jean-Cyril Robin. Il va avoir Cédric Vasseur et puis ensuite après il arrêtera d'avoir des coureurs français dans son équipe parce qu'il comprendra qu'il y a d'autres moyens pour éviter d'avoir des soucis dans le dopage, notamment donner de l'argent à certaines personnes. Il sera également impliqué dans un premier temps dans l'affaire Cofidis, l'affaire Cofidis notamment de dopage avec David Millard. Il va être mis en examen dans cette affaire-là. Et puis, en fait, on va découvrir qu'il a de la cocaïne dans ses cheveux, sauf que l'analyse révèle que c'était pas des cheveux de Cédric Vasseur après coup, les analyses ADN. Donc voilà, c'était le malheur pour la police, et ce qui fait qu'il n'est pas mis en examen, enfin que sa mise en examen est annulée, surtout qu'on s'apercevra après coup avec une expertise graphologique que les procès-verbaux ont été falsifiés.
Et ce qui fait que, en gros, il sera remis en liberté sans aucun problème, mais ça sonnera le glas de son passage à la Cofidis à ce moment-là, et il ira ensuite à la Quick-Step pour finir sa carrière, où il entourera notamment Tom Boonen du côté de la Quick-Step, et où il remportera une étape en 2007. Il emportera une autre également à l'époque chez Gann, où il va gagner 2 étapes chez les pros, une énorme échappée du côté du Tour 97, et puis sur le Tour 2007, là c'était une échappée avec énormément de coureurs. On est arrivé du côté de Marseille et il va battre le fameux Sandy Cazard, le poulidor des étapes sur le Tour de France. Sandy Cazard, un jour on reviendra peut-être plus en détail sur la carrière du coureur qui a passé très longtemps à la Française des Jeux. Mais voilà, le Cédric Vasseur, une carrière marquée par des affaires de dopage, alors que il n'était pas dopé, et puis maintenant manager de la Cofidis aujourd'hui. Voilà, Cédric Vasseur. Et Cédric Vasseur, il avait un père qui était également cycliste professionnel, Alain Vasseur. Alain Vasseur, cycliste entre 69 et 74, 10e de Paris-Nice en 69, dans le top 10 des championnats du monde en 1970, vainqueur d'une étape sur le Tour de France, c'était en 1970. 3 participations au Tour de France, une participation au Tour d'Espagne. On parle de la météo. Ciel nuageux du côté de la météo qui pourrait se transformer en pluie. On va revisionner la carte rapidement du côté de l'étape du Tour de France. Eh bien oui, les conditions vont être nuageuses sur le parcours avec un risque de pluie entre 25 et 40%. En fait, les nuages pourraient se transformer en pluie dans l'après-midi à partir notamment de 17h. C'est à partir de 17h où le risque de pluie augmente, notamment du côté de la ville de Lille. Par contre, il va falloir faire attention à un paramètre. Le vent fort à vent de sud-ouest, très fort, ouest-sud-ouest au niveau du vent. Dans cette zone-là, après le Mont-Noir, danger véritablement dans cette zone-là, parce qu'on aura du vent 3/4 face et entre 30 et 50 km/h. Ça veut dire qu'on peut faire des cassures. Également à la sortie de Béthune, dans cette zone-là, on peut faire des cassures avant Cassel. Donc il faudra faire très attention. Du côté du sprint, on aura vent de dos majoritairement. Du côté de ce sprint, ça pourra peut-être permettre à des coureurs de déclencher d'un peu plus loin du côté du sprint de cette étape. Du côté de la stratégie, eh bien, je pense qu'on aura des coureurs en échappée. Je dirais 3 à 5 coureurs, parce qu'on est quand même au début de course. Donc on aura envie de se montrer. Malgré tout, il n'y a pas forcément grand chose à se mettre sous la dent. On a 3 côtes, mais ce sont 3 côtes de 4e catégorie. Le sprint intermédiaire. Donc ça ne va pas non plus attirer les foules du côté des échappés avec ce genre de parcours. Mais on devrait avoir entre 3 et 5 coureurs. Par contre, à la fin, c'est le peloton qui va gagner. Et le vent ne va pas aider les échappés, parce qu'il va y avoir de la tension pendant toute la journée dans le peloton. Et qui dit tension, dit un peloton qui va rouler en mode rouleau compresseur. Et si en plus il y a des bordures, l'échappée pourrait être prise extrêmement tôt. Du côté de mes favoris sur cette étape, j'ai mis des grosses cuisses, plutôt des grands gabarits, enfin des gabarits costauds qui sont capables d'envoyer du braquet, qui sont capables de résister également, pourquoi pas, à des coups de bordure. J'ai mis Jonathan Milan, l'équipe est solide, la Lidl Trek aurait intérêt à faire des coups de bordure parce que ça permettra comme ça de supprimer certains leaders, mais ça permettra aussi d'avoir un sprint plus fluide de cette manière-là peut-être. Je pense à Jordi Meus. Là, il y aurait un double intérêt, à la fois pour le général, Roglic, Lipovic, mais à la fois également pour la victoire de Jordi Meus. Et lui, il est capable d'emmener du braquet. Tim Merlier, je le mets en 3. Mais là aussi, on aura un intérêt pour Remco Evenepoel et pour Tim Merlier également de tenter des cassures dans ce groupe. En grosse cote, Warren Skjold. On connaît l'attrait de la Uno X sur ce type de situation.
Le collectif de la Uno X également dans ce type de situation. Boreshkol, gros gabarit, qui a gagné une classique belge cette année. Il faudra s'en méfier. Le programme télé, en fait le programme de cette journée plus particulièrement. Le départ fictif sera à 13h10. Un départ fictif assez long, hein. Il y a toujours une cérémonie de départ du côté du Tour de France pour la première étape. Donc il y aura déjà, il faudra être présent sur la ligne de départ avant 13h10. Donc ça va prendre voilà, une dizaine de minutes. Et puis ensuite un départ fictif assez long parce qu'il va falloir quitter l'île et bien entendu montrer des petites images d'hélicoptères. Donc ça sera un petit peu long, il y aura d'autres fois, hein, on aura des longs départs fictifs sur ce Tour de France. Passage à Lens à 158 km de l'arrivée entre 14h15 et 14h18. Passage à Béthune à 120 km de l'arrivée entre 15h et 15h07. La côte de Cassel à 78 km de l'arrivée entre 15h55 et 16h08. Le Mont Noir, lui, sera à 45 km de l'arrivée entre 16h38 et 16h55 pour une arrivée prévue un petit peu tardive, 17h36. 17h58 pour cette première journée de compétition. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires avec un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!